Cube Radio. En direct à LCN. Bonjour Marianne. Parlons de cette annonce de millions de dollars, 300 millions de dollars investis encore une fois par le gouvernement du Québec. C'est pas la première fois et là, on veut rentabiliser l'investissement aussi dans Airbus. Est-ce qu'il fallait donner maintenant pour mieux récolter plus tard, sans compter que ça fait travailler des gens? Oui, tout à fait. J'en parlais à l'instant avec Luc Poirier, là, donc c'est très intéressant. On a mis 300 millions US, donc c'est 400 et quelques millions canadiens, là, selon le taux de change qu'on retient. Essentiellement, ce que fait le gouvernement, c'est qu'il garde sa part dans le programme. C'est-à-dire que si on n'avait pas remis l'argent, il y aurait un effet de dissolution de nos actions, donc on serait moins intéressé à long terme. Donc, il fallait mettre l'argent. Airbus met 3 fois plus, juste à toute proportion gardée. Donc, on met à hauteur des actions qu'on détient. Comme investisseur, honnêtement, le gouvernement du Québec, avait pas vraiment le choix. Puis, dans la mesure où on pense que c'est un très bon avion, ce qui semble être le cas, et qu'il y a une demande de marché à long terme pour la 220, c'est effectivement un bon placement. Après, c'est comme un peu une nouvelle fois des centaines de millions de dollars pour un même projet qui tarde à se rentabiliser. Mais encore une fois, là-dessus, le gouvernement Legault avait un peu les mains liées, là, malheureusement. La garantie du 2/3 des emplois qu'a obtenu le ministre Fitzgibbon. François Legault disait là, que c'était exceptionnel d'être arrivé à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis toujours, un peu ambivalent sur ces histoires d'emploi. Oui, ce sont de bons emplois. Là, ça a été dit par la presse un peu partout, là, très bien rémunérés. Là, je pense qu'en moyenne, c'est 85 000 $. Il y a énormément de travailleurs dans les 6 chiffres. Donc, ce sont de très bons emplois. Par contre, je suis toujours un petit peu, doux amer. C'était un programme de Bombardier. La C-Series, on aurait pu détenir les actifs dans une version alternative de l'histoire. Donc, oui, des emplois, mais j'ose croire qu'on va pas faire du Québec une économie de succursale avec des gens qui travaillent pour d'autres. Donc, ultimement, oui, les emplois, mais ultimement aussi des sièges sociaux, autant que possible. Donc là, on nous garantit une certaine proportion et dans une certaine mesure, on détient un quart de cette affaire, ce qui me rassure un petit peu quand même. Mais à terme, évidemment, il va falloir s'assurer de ne pas tout vendre là, à des intérêts étrangers non plus. Le problème de l'A220, selon ce qui est expliqué, ce n'est pas le carnet de commandes. Là. Des commandes, il y en a, mais c'est vraiment la cadence de production. Ça implique aussi, et ça a été dit par le patron de Airbus ici au Québec, des fournisseurs. Est-ce que l'argent supplémentaire va vraiment être la panacée? Parce que, on veut optimiser, là, ça va servir à optimiser, justement? Oui, c'est très intéressant le secteur de l'aérien. En fait, plus on produit d'appareils, plus on les produit rapidement. Il y a comme une courbe d'apprentissage, là. Et là, le défi, c'est de les sortir. Actuellement, on fabrique à peu près 7 avions par mois, là, si on combine le travail des Mirabel et je crois que c'est en Alabama qu'il y a une autre usine. On veut doubler cette cadence-là là, à 14 avions par mois. Il y a évidemment des enjeux d'approvisionnement, des enjeux de fabrication. Là, on voit à l'écran des travailleurs. C'est excessivement complexe fabriquer un avion, mais plus on en fait, plus on les fait rapidement. Et c'est toujours le même problème. N'importe quel nouvel appareil qui a été lancé dans l'histoire, il y a une espèce de vallée de la mort qui dure parfois plus d'une décennie, pendant laquelle on brûle énormément d'argent parce qu'on n'est pas capable de sortir les appareils suffisamment rapidement. Puis, comme tu l'as dit, Marianne, il y a un carnet de commandes. Là. J'oublie le chiffre, mais il y a beaucoup d'années d'avance. Là. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a aucune inquiétude qu'ils vont trouver preneur. Après, il faut malheureusement trouver une façon de les faire et de les faire plus vite. Puis évidemment, cet argent-là va servir en partie là, à ces améliorations-là. Parlons de la décision de la Banque du Canada. Ça fait un bout de temps qu'on en parle. Là, c'est demain. Pour ceux qui doivent renouveler leur hypothèque, quelle importance ça revêt? C'est difficile de répondre rapidement. Donc, demain, je pense, et plusieurs semblent dire que j'ai raison, mais blague à part, qu'il va y avoir une baisse de taux. Là, je m'enligne avec pas mal tout ce que les économistes canadiens disent à ce sujet. Mais ce sera une baisse de taux probablement d'un autre quart de point. Donc, pour les ménages, dans les faits, c'est la deuxième baisse consécutive. Donc, si vous aviez renouvelé il y a 1 mois et demi versus à la fin de cette semaine, vous auriez un taux quand même un peu plus favorable d'un demi-point, là, donc de 50,9
de base, mais ça ne change pas du tout au tout. Hein. Si vous avez une hypothèque que vous avez obtenue en 2020, en 2021 à 1,9 % attendez-vous quand même de payer 4,5 % là, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et je suis tombé sur un tableau un peu plus tôt aujourd'hui là, qui montrait que à chaque mois, à chaque trimestre, à chaque année, là, il y a évidemment, c'est normal, il y a des gens qui renouvellent leur hypothèque, mais que pour différentes institutions financières, justement, là, ça va de 20 à certaines institutions jusqu'à 30 % des ménages là, qui vont renouveler leur hypothèque là, dans la prochaine année ou les 2 prochaines années. Donc, des gens qui vivent peut-être encore là, sur les anciennes conditions, pourrait-on dire, et qui vont arriver, on le voit en rafale là, à l'écran, qui vont arriver avec des taux beaucoup plus importants. Oui, donc c'est un peu de répit. Question, mais, Francis, est-ce que ce sont des données normales, là, 20-30 % qui donc le feront dans les prochains 24 mois? Ça me semble beaucoup. Est-ce que ça s'explique, par exemple, par le fait qu'il y a des gens qui, en voyant les taux très bas au début de la pandémie, ont cassé leur hypothèque, peut-être en plus grand nombre parce que ça valait la peine, même en cassant l'hypothèque, d'en prendre une nouvelle? Oui, c'est toutes sortes de choses comme, évidemment, ce sont des millions et des millions de ménages canadiens qui ont pris des décisions non reliées entre elles. Là, mais oui, effectivement, évidemment, la pandémie avec les taux très, très bas a pu inciter des gens à prendre des hypothèques. Je me rappelle une époque, moi-même, j'ai eu ça, des prêts de 39 mois, ce qui est plus ou moins 4 ans. Donc, on voit là qu'on arrive 2020, 2024. Donc, beaucoup de gens qui arrivent à échéance actuellement. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens, mettons, dans la dernière année, qui sont arrivés dans ce nouveau monde, qui ont choisi de prendre une hypothèque d'1 an en espérant éventuellement qu'ils obtiennent des meilleures conditions. Donc, eux aussi arrivent à échéance, là, tous un peu en même temps. C'est quand même une période qui va être très achalandée là, la prochaine année et demie. Et donc, encore une fois, je l'explique souvent, mais les hausses de taux, ils ont un effet décalé dans le temps. On n'a plus de hausse de taux maintenant. On est dans une période de taux plus élevée, mais l'impact réel n'a pas fini de se faire ressentir sur les ménages québécois et canadiens. Puis c'est un peu ce qu'on voyait à l'écran, un cinquième jusqu'à un tiers des gens qui vont justement devoir faire face à la musique. Ça va contraindre leur budget familial, puis ça va avoir certainement un impact sur le pouvoir d'achat des Canadiens et des Québécois. On va s'en reparler demain quand on aura la décision comme telle. Merci, Francis.